des navires de guerre américains attaquaient des cibles dans les eaux vénézuéliennes. Pour la première fois depuis des décennies, l'Amérique latine est au bord d'une confrontation militaire. Pour beaucoup, ce n'est qu'une nouvelle mauvaise pour le Venezuela. Un pays jadis riche en pétrole est désormais connu pour sa pauvreté, sa criminalité et sa dictature. Mais comment l'un des pays les plus riches de l'hémisphère est-il devenu un État en faillite? Et pourquoi est-il en conflit avec les États-Unis? Dans cette vidéo, nous verrons que ces deux choses sont les deux faces d'une même pièce. Il s'agit du crime organisé et de son influence mondiale. L'histoire des cartels du Venezuela débute avec le pétrole, pas avec la cocaïne. Parce qu'avant que les cartels ne prennent le pouvoir, c'est le pétrole qui a construit le système qui finirait un jour par tout contrôler. En 1922, Shell, ex-Royal Dutch Shell, a découvert un gisement de pétrole dans le bassin du Maracaibo, au nord-ouest du Venezuela. Ce gisement pouvait produire près de 10 000 barils par jour, ce qui était extraordinaire à l'époque. Au cours des années suivantes, environ 100 entreprises étrangères ont commencé à produire du pétrole au Venezuela. Dans les années 1920, la production pétrolière vénézuélienne a explosé sous la dictature du général Juan Vicente Gómez. En 1929, le Venezuela produisait 137 millions de barils de pétrole annuels. Cela a fait du pays le deuxième plus grand producteur de pétrole de l'époque, juste derrière les États-Unis. Dans les années 1930, plus de 90% des exportations du Venezuela étaient du pétrole, faisant du pays un État pétrolier. Cependant, 98% de la production pétrolière au Venezuela était encore contrôlée par des entreprises étrangères, à savoir Gulf, Royal Dutch Shell et Standard Oil. En réponse, les dirigeants vénézuéliens ont tenté de contrer cela en mettant en place des lois obligeant ces entreprises à verser la moitié de leurs revenus pétroliers au gouvernement. Exemple, la loi sur les hydrocarbures de 1943. 5 ans après, les revenus gouvernementaux ont été multipliés par 6. Avant cette époque, le Venezuela peinait à se libérer des dictatures militaires. Ce n'est qu'en 1958 que le pays a finalement élu son premier gouvernement démocratique stable. Les partis politiques ont convenu de partager proportionnellement les profits du pétrole pour éviter une nouvelle dictature. Cependant, cela n'a fait que concentrer presque exclusivement les profits du pétrole entre les mains du gouvernement. En 1960, le Venezuela est devenu un membre fondateur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Ce groupe incluait la plupart des pays du Golfe Persique, l'Équateur, le Nigeria et d'autres pays africains. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a coordonné les prix et accru le contrôle des membres sur leurs industries pétrolières. Le Venezuela a alors fondé sa première compagnie pétrolière d'État, la Corporation pétrolière vénézuélienne. Il a également augmenté la taxe que les compagnies pétrolières étrangères devaient payer à l'État, passant de 50% à 65%. Les années 1970 ont marqué l'apogée du Venezuela grâce à son pétrole. En 1973, l'embargo de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole contre les soutiens d'Israël lors de la guerre du Yom Kippour a quadruplé les prix du pétrole. Cela a fait du Venezuela le pays le plus riche par habitant d'Amérique latine. En seulement 2 ans, cela a ajouté 10 milliards de dollars aux caisses de l'État. Cela a inévitablement entraîné une mauvaise gestion effrénée et une corruption incontrôlable. La tentation était tout simplement trop forte pour y résister. Près de 100 milliards de dollars auraient été détournés entre 1972 et 1997. Profitant de cet essor pétrolier en 1976, le président Carlos Andrés Pérez a décidé de nationaliser le pétrole. Il a fondé la compagnie pétrolière d'État Petróleos de Venezuela, société anonyme. La Petróleos de Venezuela, société anonyme, gérait désormais l'exploration, la production, le raffinage et l'exportation du pétrole national. La Petróleos de Venezuela, société anonyme, pouvait collaborer avec des entreprises étrangères, mais devait garder au moins 60% des bénéfices là. Même si c'était une entreprise d'État, elle était structurée pour fonctionner comme une entreprise avec très peu de régulation. Finalement, à l'approche des années 1980, le rêve vénézuélien s'est effondré, tout comme les prix du pétrole. Cette chute soudaine des prix du pétrole a fortement réduit l'économie vénézuélienne, qui dépendait du pétrole, et l'inflation a explosé. Le pays avait aussi une énorme dette, après l'achat de raffineries étrangères. En 1989, le président élu Pérez a obtenu un plan de sauvetage du Fonds monétaire international. Cet accord comprenait un plan d'austérité budgétaire très impopulaire. Cela a provoqué des violences et des émeutes dans les rues. En 1992, Hugo Chavez, officier militaire, a tenté un coup d'État sans succès. Mais il est devenu célèbre à l'échelle nationale. Chavez a profité de cette vague dans les années 90 et a été élu président du Venezuela en 1998. Sur une plateforme socialiste,
il a proclamé une nouvelle révolution bolivarienne socialiste. Pendant sa campagne, Chavez a promis d'utiliser la vaste richesse pétrolière du Venezuela pour éliminer la pauvreté et les inégalités. Ses politiques bolivariennes étaient coûteuses, mais il a réduit la pauvreté de 22%. À l'époque, son gouvernement a pris des mesures révélant le déclin de la production pétrolière vénézuélienne. Cela a entraîné un pic de production pétrolière au Venezuela fin 1990 et début 2000 avant son déclin. Chavez a renvoyé des milliers d'employés de Petróleos de Venezuela, société anonyme en grève, en 2002-2003. Cet acte a éliminé des techniciens essentiels, portant un grave préjudice à la capacité de production de Petróleos de Venezuela, société anonyme. Dès 2005, Chavez a partagé la richesse pétrolière du pays avec d'autres nations socialistes de la région, comme Cuba. Cela a été appelé l'Alliance Petro-Caribe. Durant la longue présidence de Hugo Chavez, les réserves de pétrole du Venezuela se sont épuisées. Tout cela est dû au fait qu'il en a donné et qu'il produisait moins sur ses champs. Son gouvernement s'est encore plus endetté, la dette nationale a presque doublé. Chavez est demeuré populaire auprès de la classe ouvrière et a utilisé cette popularité pour renforcer les pouvoirs présidentiels. Il est devenu populiste, proche de l'autoritarisme. Il a supprimé la limitation des mandats présidentiels, il a pris le contrôle de la Cour suprême et a harcelé la presse. Il a également nationalisé de nombreuses entreprises privées, tant nationales qu'étrangères. Il a même nationalisé des projets pétroliers appartenant à ExxonMobil et ConocoPhillips. Maintenant, finalement, Chavez est décédé en 2013 et il a été remplacé par Nicolás Maduro. Toutes les réformes de l'ère Chavez ont permis à Maduro d'établir lentement une dictature. En 2014, la chute des prix du pétrole a entraîné l'économie vénézuélienne. Mais cette fois, c'était encore pire que dans les années 1980. Vous voyez, depuis près de 10 ans maintenant, le Venezuela continue de donner du pétrole et d'en produire moins sur son propre territoire. Ajoutez à cela les sanctions américaines qui ont durci le coup. Depuis que Chavez fournit du pétrole à la Cuba de Fidel Castro, Washington n'était pas satisfait. Ainsi, les États-Unis ont imposé de fortes sanctions au Venezuela, bloquant les importations de pétrole de Petróleos de Venezuela, société anonyme. Ils ont aussi interdit au gouvernement vénézuélien d'accéder au système financier américain. Maduro a tenté d'atténuer le choc en imprimant de l'argent, ce qui n'a fait qu'entraîner le Venezuela dans des années d'hyperinflation. L'inflation a atteint près de 10 millions de pourcents en 2019. Le bolivar vénézuélien, monnaie nationale, était presque sans valeur, poussant le pays à utiliser le dollar américain à la place. Tout cela a poussé de nombreux Vénézuéliens à fuir la crise humanitaire croissante dans leur pays. Des millions ont fui vers la Colombie et d'autres pays voisins, beaucoup cherchant à rejoindre les États-Unis. Tous ces facteurs ont provoqué des troubles dans le pays. Cependant, Nicolás Maduro a utilisé la répression politique et la censure pour maintenir son peuple sous contrôle. Il a aussi manipulé les élections et a été réélu en 2018. Près de 60 pays, dont les États-Unis, n'ont pas reconnu sa victoire comme légitime. Les États-Unis ont reconnu Juan Guaidó comme dirigeant intérimaire. Alors, comment Maduro a-t-il survécu? Comment a-t-il maintenu son régime à flot? La réponse réside dans ses alliés restants pour le commerce du pétrole. Parmi eux, Cuba, l'Iran, la Russie et la Turquie. La Russie a même envoyé des troupes au Venezuela en 2019 et avec la Chine, elle a continué à soutenir le régime de Maduro. Ils l'ont même aidé à contourner les sanctions. En plus de ses alliés, et Maduro a encore un autre allié au Moyen-Orient, le Hezbollah. L'organisation terroriste libanaise reçoit un soutien direct de l'Iran. Téhéran et Caracas partagent un sentiment anti-américain et sont deux régimes autoritaires. Maduro a même rejoint l'Iran en soutenant ouvertement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En 2022, Maduro a signé à Téhéran un accord de coopération de 20 ans avec l'Iran. Il a également promis l'adhésion à ce que l'Iran appelle l'axe de la résistance contre les États-Unis et l'Occident. Dans ce contexte, Maduro a permis à l'Iran d'opérer directement au Venezuela. En 2022, un avion cargo vénézuélien a été retenu en Argentine. Il transportait 5 Iraniens, dont 2 membres du corps des gardiens de la Révolution islamique. Corps des gardiens de la Révolution islamique. Le corps des gardiens de la Révolution islamique lui-même est également désigné comme organisation terroriste par le département d'État américain. L'Iran a pu construire des usines de drones militaires, et Maduro a acheté des drones iraniens. Le Venezuela est désormais le centre d'armes de l'Iran en Amérique latine. L'Iran a aussi exploité le Venezuela pour ses complots répressifs, comme dans son propre pays. Par exemple, en 2021, le FBI a déjoué un complot visant à envoyer un dissident iranien basé aux États-Unis au Venezuela. Il comptait ramener cet activiste en Iran pour le punir, ce qui prépare la relation entre le Hezbollah et le Venezuela. Proxy de l'Iran.
Le Hezbollah profite des mêmes privilèges que les gardiens de la révolution islamique au Venezuela, et s'est aussi étendu en Amérique du Sud. Il dirigerait un réseau terroriste dans la région de la triple frontière Brésil, Paraguay, Argentine. Cette opération génère d'énormes sommes pour le Hezbollah, renforçant ainsi sa capacité militaire. Ces liens ont même permis au Hezbollah de mener des attaques directes dans l'hémisphère occidental. Prenez l'attentat du Hezbollah en 1992 contre l'ambassade d'Israël en Argentine ou celui de 1994 contre un centre juif à Buenos Aires. Cette branche du Hezbollah s'appelle Organisation de sécurité extérieure, Organisation de sécurité extérieure, ou Unité 910. En 2020, le département de la justice américain a révélé un complot de narcoterrorisme. Ce complot a impliqué plusieurs parties, dont un député syro-vénézuélien, des membres des forces armées révolutionnaires de Colombie, des cartels de la drogue au Mexique, l'Iran, la Syrie et le Hezbollah. Bien que ce complot ait été déjoué, l'unité 910 du Hezbollah reste active en Amérique latine. Elle conclut toujours des accords avec les gangs et cartels locaux, profitant du trafic lucratif de stupéfiants. Abdallah Safadine, dirigeant actuel de l'Organisation de sécurité extérieure et l'envoyé du Hezbollah en Iran, est le cousin du secrétaire général. Adam Hussein Tabaja est un autre leader clé du Hezbollah au Venezuela. Tabaja aide à gérer les réseaux de blanchiment d'argent du Hezbollah au Venezuela. Cela comprend des investissements sophistiqués et des entreprises très consommatrices de liquidités et crédits. L'une de ces entreprises est Alinma Ingénierie et Contracting. Cette entreprise est basée au Liban et en Irak, et son dirigeant, Jihad Mohamed Jansou, possède un passeport vénézuélien. Tabacha et Safadine sont tous deux liés à d'importants réseaux criminels dans la région, dépassant les frontières du Venezuela. Ils œuvrent dans le textile, le bœuf, le charbon, l'électronique, le tourisme, l'immobilier et la construction. Toutes ces entreprises servent à blanchir de l'argent pour le Hezbollah. Le Hezbollah a également exploité la grande diaspora libanaise, non seulement au Venezuela, mais dans toute la région. C'est similaire à la façon dont les gangs vénézuéliens exploitent aussi leurs propres expatriés vivant à l'étranger. La grande communauté libanaise au Venezuela a involontairement aidé à collecter, cacher et transférer des fonds pour le Hezbollah. Ils travaillent comme avocats, comptables ou entrepreneurs. Le réseau de soutien du Hezbollah au Venezuela repose sur des familles intégrées à l'économie illégale contrôlée par Maduro. Il est aussi solidement ancré dans les cercles politiques du régime. Grâce à ce réseau, Maduro a encore consolidé son pouvoir. En 2021, il a manipulé une nouvelle fois une élection, cette fois-ci les élections législatives. Il a pris le contrôle de l'Assemblée nationale. Et une fois de plus, de nombreux pays n'ont pas reconnu cela. L'opposition a boycotté le vote. Les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et l'Organisation des États américains ont soutenu ce boycott. Fin 2022, l'opposition était brisée. Pendant cette période, cependant, les relations entre les États-Unis et le Venezuela ont commencé à s'améliorer. L'administration Biden a autorisé Chevron à reprendre des opérations limitées au Venezuela. Cela a été dû à la forte hausse des prix du pétrole causée par la guerre en Ukraine. En échange, Maduro s'est ouvert à des discussions avec Washington. En 2023, son régime a aussi accepté d'organiser une élection libre et équitable en 2024. Washington a assoupli certaines sanctions sur le pétrole et le gaz vénézuélien, mais cette tendance s'est inversée en 2024. Maduro n'a pas fourni la feuille de route pour une élection libre, et il a commencé à provoquer la Guyane. C'était la reprise d'un vieux conflit territorial entre ces deux pays. Quel territoire? Pourquoi? La région d'Escobedo riche en pétrole. On avait l'impression que Maduro était prêt à faire la guerre à la Guyane pour ce territoire. Pour cette raison, l'administration Biden a rétabli les sanctions. La situation a empiré quand Maduro a revendiqué à nouveau la victoire à la présidentielle de 2024. L'opposition a aussi revendiqué la victoire à cette élection. La tension s'est accrue au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Cette année, Trump a durci l'asile et expulsé plus de 200 membres présumés de gangs vénézuéliens. Puis, un échange de prisonniers a eu lieu entre les États-Unis et le Venezuela, avec la médiation d'El Salvador. En août 2025, la procureure générale Pam Bondi a offert 50 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Maduro. C'était une augmentation de la récompense existante de 25 millions de dollars offerte par le département de la justice. L'administration Trump a entrepris d'installer une importante présence militaire américaine dans la mer des Caraïbes. L'administration justifie cela par la lutte contre l'immigration illégale et le narcotrafic. Mais arrêtons-nous un instant. Avant d'aborder les attaques de bateaux et drones, examinons le problème de criminalité et de violence des gangs au Venezuela. Tout cela découle des conséquences économiques récentes évoquées. C'est aussi lié à la corruption endémique et à l'autoritarisme de Nicolás Maduro,
le dernier chapitre de la crise économique au Venezuela a provoqué une crise humanitaire. Dès 2014, l'hyperinflation et la corruption ont causé des pénuries alimentaires et médicales. Le gouvernement n'a pas su stabiliser le réseau électrique, provoquant des coupures fréquentes dans tout le pays. Il n'a pas fourni de services sociaux adéquats, et les maladies infectieuses se sont rapidement propagées. Le Venezuela est ainsi devenu l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un revenu moyen de 72 centimes. Près de 96% des foyers vénézuéliens sont en situation de pauvreté. Ces conditions se sont développées au fil des années, et tout cela a créé un terrain parfait pour que la criminalité prenne le dessus. Le crime organisé existait au Venezuela avant 2014 notamment, avec le tristement célèbre cartel des FARC. Ce nom a été utilisé pour la première fois lorsque 2 membres du commandement national antidrogue du Venezuela ont été accusés de trafic de drogue. Ils travaillaient avec la CIA pour infiltrer les cartels colombiens et faire passer de la cocaïne aux États-Unis. Leur nom vient des soleils sur leurs uniformes. Mais en 1998, la situation est devenue plus intéressante. Cette année-là, des membres du mouvement bolivarien révolutionnaire de sang de Chavez auraient fondé un nouveau groupe de trafic de drogue. Ce sont les mêmes hommes impliqués dans le coup d'État raté de Chavez en 1992. Quoi qu'il en soit, ce groupe était connu sous le nom de Cartel Bolivariano, le cartel bolivarien. La corruption des années 90 a facilité l'enrichissement, notamment via le trafic de drogue. Le nom, le cartel des soleils, est revenu en 2004, une fois que le régime de Chavez était pleinement établi. De plus en plus de militaires auraient rejoint ce groupe, le principal problème étant que Chavez avait accordé à l'armée un pouvoir inédit. C'était en fait l'une des causes de la mauvaise gestion généralisée de Petróleos de Venezuela, société anonyme. La goutte d'eau fut l'expulsion de la 2005. Cela a aussitôt rendu le pays plus attractif pour le trafic de drogue. Ensuite, les accusations se sont multipliées. Des rapports affirment que les forces de sécurité de Hugo Chavez organisaient des expéditions de drogue au Venezuela. Des rapports indiquent que l'armée vénézuélienne collaborerait avec les forces armées révolutionnaires de Colombie guérilla colombienne de gauche dans le trafic de drogue. Le Royaume-Uni a accusé le Venezuela d'accueillir des avions de trafiquants colombiens sur ses bases aériennes. En raison de toutes ces allégations, Washington a désormais lié Nicolás Maduro lui-même à la direction du cartel des FIS. C'est logique, car la plupart des membres accusés sont des officiers de haut rang, nommés par Nicolás Maduro. En 2020, le gouvernement américain a inculpé Nicolás Maduro et d'autres responsables pour direction du cartel des FIS. Et il y a un autre acteur majeur dans le monde de la drogue vénézuélien, Tren de Aragua, ce qui signifie en espagnol le train d'Aragua. Ce groupe a été formé en 2014, en plein milieu d'une autre catastrophe économique majeure. Ce gang a émergé à l'intérieur de la prison de Tocorón. Cette prison est située dans l'état vénézuélien d'Aragua, d'où le nom du groupe. Ce groupe pourrait aussi être lié à un syndicat de cheminots, construisant une voie ferrée entre Caracas et Aragua. Le gang a pris le contrôle de la prison de Tocorón. Là-bas, ils géraient un zoo, une piscine, une discothèque, un restaurant et un bar. Leurs chefs organisaient vols, enlèvements et meurtres depuis leurs cellules. La crise économique au Venezuela a poussé le gang à s'internationaliser. Ils ont recruté parmi les près de 8 millions de Vénézuéliens ayant fui leur pays. Le gang a installé des bases en Colombie, au Pérou et au Chili, d'où ils faisaient passer clandestinement personnes et des drogues. Ils ont aussi organisé des réseaux d'extorsion et de prostitution. Leur crime le plus connu a eu lieu l'an dernier. En 2024, ils ont enlevé puis tué Ronald Ojeda. Ojeda, ancien officier de l'armée vénézuélienne ayant conspiré contre Maduro, s'est enfui au Chili. Des gangsters déguisés en policiers chiliens l'ont enlevé et tué. Son corps a été placé dans une valise puis enterré dans du ciment. La trempe de Aragua s'est maintenant également étendue aux États-Unis. Ils disposent de 70 000 migrants vénézuéliens à recruter. Ils auraient participé à la fusillade de 2 policiers du New York Police Department et tué un ex-policier vénézuélien en Floride. L'administration Biden a qualifié ce gang d'organisation criminelle transnationale. Cette année, l'administration Trump est allée encore plus loin et l'a désigné comme organisation terroriste étrangère. D'accord, et maintenant, nous sommes tous à jour. Depuis son retour au pouvoir, le président Trump a relancé la campagne de pression maximale contre le Venezuela. Son administration a continué d'accuser le Venezuela de trafic de cocaïne vers les États-Unis. Le gouvernement a également qualifié le cartel des soleils d'organisation terroriste. Cela signifie, techniquement, que Maduro est désormais le chef présumé d'une organisation terroriste. En août 2025, Trump a secrètement ordonné au Pentagone d'attaquer militairement les cartels de la drogue latino-américains. Ensuite, la prime sur Maduro a doublé, et les États-Unis ont envoyé une flotte de guerre vers le Venezuela.
Ces navires transportaient plus de 4500 marins et marines. Puis il y a eu l'attaque en bateau. Le 2 septembre 2025, les forces américaines vont attaquer un bateau suspecté du train des Aragua. Ce bateau était censé faire passer de la cocaïne aux États-Unis. L'attaque a tué 11 personnes. Cette frappe était sans précédent car elle n'impliquait que la marine et non les gardes-côtes. Le reste de la flotte navale reste déployé à travers la mer des Caraïbes. Cette série d'attaques pourrait indiquer des intentions plus profondes au Venezuela. Certains rapports évoquent une possible intervention américaine pour un changement direct de régime au Venezuela. Ce scénario demeure peu probable. Malgré tout, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région. En octobre, le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales a survolé la côte vénézuélienne en hélicoptère. L'armée américaine a également fait voler 3 bombardiers stratégiques B-52 dans la région. Dans l'eau, l'armée américaine a également déployé un sous-marin nucléaire. L'administration Trump a également ordonné la fin de tout engagement diplomatique avec Caracas. Trump a même autorisé la CIA à mener des actions secrètes au Venezuela. Alors, où cela laisse-t-il le pays ? Son histoire peut montrer comment la richesse peut rapidement sombrer dans la crise lorsque la corruption et le pouvoir s'entremêlent. Des années de mauvaise gestion et d'institutions faibles ont permis aux gangs criminels de prendre le contrôle. Les Vénézuéliens en subissent toutes les conséquences, ce qui pousse à réfléchir à ce qui aurait pu être fait autrement. Et si le Venezuela n'avait pas misé uniquement sur le pétrole et avait diversifié son économie ? Et si ses dirigeants avaient fait d'autres choix ? On pourrait débattre longtemps de ces scénarios. Mais l'essentiel est de savoir comment avancer. Un changement de régime soutenu par les États-Unis serait difficile à maintenir. Il suffit de penser à l'Afghanistan. Cependant, une pression diplomatique continue pourrait faire l'affaire. Le peuple vénézuélien veut vraiment un changement. Des options existent pour un gouvernement démocratique au Venezuela. Il y a encore des personnalités comme Maria Corina Machado et Edmundo González. Ils ont mené l'opposition lors de l'élection de l'année dernière, et ils disposent de preuves considérables de leur victoire sur Maduro. Pourtant, le régime de Maduro reste au pouvoir, avec de nombreux alliés qui lui sont fidèles. Au final, nous ignorons ce que l'avenir réserve au Venezuela, mais connaissons l'histoire. Que le Venezuela serve d'avertissement à ceux qui s'approchent trop du soleil. Posséder des milliards en pétrole ne garantit pas une fin juste, prospère et heureuse. Si vous en avez assez de recevoir vos informations de médias détenus par des milliardaires, des lobbyistes et des porte-paroles du gouvernement, alors vous allez adorer Global Recaps. Notre newsletter gratuite explique l'actualité mondiale, de la guerre Russie-Ukraine aux actions de la Chine. Sans sponsor, sans publicité ni censure, pas de filtre d'entreprise, pas de discours biaisé, juste de la géopolitique pure et sans filtre. Le genre d'analyse que la plupart des médias traditionnels ont un peu trop peur d'aborder. Nous écrivons nous-mêmes nos analyses de façon indépendante, et nous vous rendons des comptes à vous, pas à une salle de réunion à New York ou à Pékin. Si vous cherchez un lieu où la vérité prime, où les gros titres restent intègres, et où les histoires mondiales sont relatées fidèlement, rejoignez Global Recaps dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou d'aller sur globalrecaps.com et de vous inscrire. C'est gratuit, prend 10 secondes et c'est l'email que vous voudrez ouvrir chaque semaine.